Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir David. Bonsoir Communica. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans ce premier live TikTok de l'association Essentiel d'Outre-mer et d'ailleurs, dont le président fondateur est présent et va vous parler de laïcité en compagnie de son invité exceptionnel Jean Javani qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Voilà, donc il est en train de se... Bonjour tout le monde. Donc bienvenue sur notre live. Donc aujourd'hui on parlera de l'histoire de la laïcité, des fondamentaux de l'histoire. On va pas rentrer dans toutes les dates parce que c'est très lourd. Mais l'idée pour nous c'était par rapport à la laïcité de d'abord parler des fondamentaux de l'histoire avant d'embrayer sur des sujets plus spécifiques de la loi qui encadre la laïcité, donc la loi du 9 décembre 1905. Donc par la suite, nous parlerons aussi, il y aura des focus sur les femmes par rapport aux discriminations, par rapport aux violences faites aux femmes, aux discriminations aussi religieuses, à la radicalisation, aux discriminations aussi LGBT. Et là, en tous les cas, aujourd'hui, on voulait commencer d'abord à vous poser quand même dans l'esprit quelques fondamentaux de l'histoire qui ont amené à la loi de 1905 pour bien comprendre dans quel contexte la France se situe et pourquoi on est arrivé à cette séparation des églises et de l'État. Donc, on attend que notre invité nous rejoigne. Donc là, ça va être le cas dans quelques instants. Voilà, alors je t'invite, bon. David. Jean. Bonsoir Jean, bienvenue. Ben voilà, je suis désolé de ne pas pouvoir mettre de photos, mais il n'y a pas de ce n'est souci, pas grave. C'est la vidéo David, qui ne m'aime pas. Mon cher David, je t'invite à retirer le mot test live en fait sur le live en haut, parce que nous ne sommes plus en test. Voilà. Voilà. Donc c'est bon pour tout le monde. Bonjour Jean, ça va Jean? Très bien, merci David, et toi? Bien, très bien. Donc là, on est parti dans le live. Donc j'expliquais tout à l'heure aux abonnés qu'aujourd'hui, on va aborder les fondamentaux de l'histoire. J'ai entendu. De Clovis. Ah, tu as entendu, d'accord. Et que par la suite, on rentrera dans des... on va cibler en fait des parties de la laïcité. Mais avant tout, on va déjà te laisser te présenter, Jean, parler de ton association à Détroiselles, de ce que vous faites et des difficultés peut-être que vous rencontrez. On t'écoute, Jean. Bien, merci de me permettre d'en parler. Bon, l'association AD3L, c'est Association de défense des laïcs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous l'avez constaté, il y a des lois qui, on en parlera tout à l'heure, qui fixent les principes de laïcité. Il y a des pouvoirs publics, l'État, et puis il y a à la base des gens qui doivent appliquer dans leur vie quotidienne la laïcité, soit parce qu'ils sont employés des services publics, soit parce qu'ils estiment que la laïcité est maltraitée. Et ces personnes peuvent, soit parce qu'elles sont attaquées, parce qu'elles n'arrivent pas à faire appliquer la laïcité, vous savez, c'est pas la peine de parler de Samuel Paty, hein. Ça peut aller jusqu'à l'assassinat. C'est des personnes qui sont invectivées, harcelées, soit aussi parce qu'elles souhaitent attirer l'attention sur le fait que le principe laïque, les principes de la République sont pas appliqués. Alors, l'idée de l'association qui a été créée, c'est de défendre ces personnes. Alors, c'est pas tellement défendre avec des moyens, évidemment, comme tout le monde, on a besoin d'argent, mais nous avons réuni un ensemble de praticiens du droit. Nous avons un cercle d'avocats et de juristes qui peut défendre ces personnes, donner des idées, des moyens intellectuels pour se défendre. Alors, l'intérêt de l'association, c'est qu'on n'est pas comme ça en l'air, c'est qu'on est le fruit du collectif laïque national. Le collectif laïque national, ce sont 40 associations, plus ou moins grandes, mais dont des associations nationales, comme l'Union des familles laïques, le Conseil national des associations familiales laïques, la LICRA, etc., des associations importantes, qui se sont réunis, qui se réunissent chaque mois depuis 30 ans pour réfléchir sur la laïcité. Et justement, il y a quelques années, elles ont éprouvé le besoin de se fédérer pour créer cet AD3L qui donc participe de tout un réseau national en quelque sorte. C'est pas simplement c'est un réseau national d'associations de défense de la laïcité. C'est donc la force d'un réseau national implanté sur tout le territoire national qui est fort de ses 20 ans d'action sur le terrain.
Voilà. Et donc, si certains nous entendent, qu'ils sachent que nous existons et qu'ils peuvent avoir recours à nous. Voilà, cher David. Il y a une petite question, j'ai vu, il y a White Rose qui demande, vous défendez qui exactement? Bah, nous défendons, alors, nous avons une charte de gouvernance, en quelque sorte, c'est-à-dire les personnes qui se présentent ou qui sont présentées par l'association, eh bien, nous instruisons le dossier qui est présenté à un comité d'éthique qui juge s'il faut ou pas défendre cette personne, c'est-à-dire, bah, le cas, je ne sais pas, nous avons défendu, par exemple, une conseillère municipale qui avait besoin de soutien juridique parce qu'elle estimait qu'il y avait une décision qui avait été prise de construction par sa municipalité de subvention pour construire un édifice religieux. Or, c'est contraire à la laïcité. Donc, on l'a aidé. Par ailleurs, il y a un directeur d'IUT qui avait mis dehors des gens qui faisaient des prières sauvages dans les locaux et qui ensuite été insulté, frappé le soir. Il lui a cassé la figure, pour dire les choses clairement. Sa famille insultée, etc. C'était le directeur de l'IUT. On l'a défendu devant les tribunaux. Ok. Voilà. Ah, il y a White Rose, enfin Yasmine, qui demande aussi si la défense se fait à titre gracieux. Oui. C'est-à-dire que nous avons à disposition des personnes un pool d'avocats qui intervient pro bono, comme on dit dans le métier. D'accord. Voilà. Mais là, effectivement, il faut monter un dossier, on passe devant un comité d'éthique, ça se fait pas comme ça au doigt mouillé. Hein. Oui, j'imagine, j'imagine. Voilà. En tout cas, ceux qui nous rejoignent, je vous invite à tapoter votre écran pour voilà. Alors, partager un maximum le live et que notre voix se fasse entendre. Oui, enfin, alors si on veut plus de renseignements, nous avons un site AD3L, hein, AD3 le chiffre L.fr, c'est simple, AD3L.fr. Et vous avez tout dessus, et dessus vous avez même un endroit où vous pouvez déclarer un incident, si vous le souhaitez. Eh ben, on te remercie beaucoup, Jean, pour cette présentation. On y reviendra encore à la fin où tu donneras les coordonnées de ton association pour pouvoir te joindre. Voilà. Là, on va lancer. Et comme on explique aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans tous les détails de l'histoire de la laïcité puisque c'est très, très, très dense. Pour avoir tous les détails, il faudra venir à nos prochains événements, masterclass laïcité ou foire de la laïcité. Et puis tu sais, David, oui, c'est compliqué, mais c'est aussi très simple. C'est la liberté de conscience et la protection de la liberté de conscience. Une fois qu'on a dit ça, tout le reste découle. Voilà. Normalement, oui. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans tous les détails de l'histoire, mais on va vous donner quand même l'essence de l'histoire pour comprendre pourquoi nous sommes arrivés à la loi de 1905. Et pour avoir plus de détails, on vous attendra lors de nos événements Masterclass Laïcité qu'on organisera. Vous serez informés sur nos réseaux et également de la foire de la laïcité. Donc, ceux qui connaissent l'histoire verront bien qu'il y a des parties on va pas rentrer dans le corps de l'histoire, hein, parce qu'on invite aussi des historiens tels que Frédéric Réjean, que je salue aussi, qui fait partie de ce panel d'intervenants qu'on a l'habitude d'inviter lors de nos événements. On n'oublie pas non plus Laurent Vidal, ni Yann Arzel Durel-Marx. Ce sont des maîtres de conférences de la Sorbonne qui, eux, rentrent plus dans le détail que nous, simples formateurs, entre guillemets, laïcité, qui promeuvent la vision. Donc, on va commencer parce que comme on parle de laïcité, qu'est-ce que ça veut dire le mot laïcité? Laïcité, ça vient du latin laïcius. Laïcius, qui veut dire du commun, ou peuple. Et ça vient aussi du grec, laikos, qui signifie peuple. Donc, en tout, un laïc, c'est quelqu'un qui appartient au monde profane. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas religieux. Et ce n'est que plus tard, avec l'influence des philosophes des Lumières, tels que Voltaire, Diderot ou Locke, que le sens qu'on connaît de séparation des églises et de l'État prendra justement son sens de laïcité là qu'on connaît aujourd'hui au travers de la loi du 9 décembre 1905. Donc déjà, une fois qu'on a dit ça, on sait où on va. Et du point de vue historique, c'est l'année 498. Même si avant, il y avait aussi comment dirais-je, des dirigeants de la France qui s'étaient déjà aussi convertis au christianisme. On considère que c'est le baptême de Clovis,
en 498 qui sacralise, entre guillemets, l'entrée de la France dans le christianisme. Et juste pour la petite histoire, à cette époque, Clotilde, la femme de Clovis, était déjà une fervente catholique. Et qu'une fois que Clovis s'est converti, eh ben, ses soldats aussi se sont convertis. Parce que tout était une histoire de pouvoir aussi, n'est-ce pas? Et à ce moment aussi, donc l'Église était en lien et soutenue militairement et financièrement par le pouvoir de Clovis. Et on va continuer en 814 avec Charlemagne. Et à la mort de Charlemagne en 814, eh ben là, on va tomber dans une période féodale. Une période féodale qui va aussi inciter les religieux à un peu s'extraire de l'hégémonie du Vatican. Et cette période-là, on appellera ça, ce concept-là, ça sera appelé le gallicanisme. Et on va nommer, ils vont nommer en 1309 un pape à Avignon dans cette continuité. Et on verra que les liens en 438, le pape sera nommé par Philippe le Bel et en 438, les liens seront rompus par Charles VII avec le Vatican. Et plus tard, on verra qu'il y aura une évolution du protestantisme, et cette évolution du protestantisme va déclencher la guerre des religions. 8 guerres de religion qui ont duré 36 ans, 2 à 4 millions de morts. D'accord? On est déjà dans une phase très forte du point de vue révolutionnaire et de la douleur par rapport aux religions. Et retenons aussi que durant cette période de la guerre des religions, on notera la date du 23 au 24 août 1792. Donc là, on est à la 4e guerre des religions. On nommera cette période la Saint-Barthélemy. Certains disent que même c'est allé jusqu'au 29 août. Donc vous voyez, et ce qui va faire taire justement cette guerre de religion, la dernière guerre de religion, retenons-le aussi, c'est terminé par une guerre classique contre l'Espagne qui soutenait la Ligue. Et qu'est-ce que la Ligue? Eh bien, la Ligue, c'est un parti de catholiques qui s'était donné pour objectif de défendre la religion catholique contre les protestants. Donc, fin de la guerre des religions, grâce à l'édit de Nantes du 13 avril 1598, qui sera vite révoqué par la suite par Louis XIV le 18 octobre 1685. Quand il révoquera et ça expulsera, on verra que plus de 200 000 protestants seront expulsés du royaume. Eh ben, qu'est-ce que perdra la France? La France perdra des grandes fortunes, elle perdra aussi des marins, elle perdra aussi des soldats par rapport à tous ces protestants qui sont partis. Et ils sont partis où, ces chrétiens? Eh bien, ils sont partis en Prusse, notamment ils sont partis à Malte, ils sont partis en Angleterre, ils sont partis en Allemagne. Et s'en est suivi, il y aura tout un tas de conflits religieux qui feront que ça sera compliqué, ça sera très compliqué. Et on verra que par rapport aux protestants, il faudra attendre décembre 1789 lors de la Révolution qui est un marqueur de la laïcisation de la France. Et durant cette révolution, donc il y aura le 26 août 1789, donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et on retient l'article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu qu'elles ne troublent pas l'ordre public. Donc on se base aussi sur ce fait. Et il y aura également la suppression de certains délits religieux comme le blasphème, la sorcellerie ou l'hérésie. Et il faudra attendre décembre 1789 pour que les protestants soient reconnus comme citoyens. D'accord? Les protestants seront reconnus comme citoyens, donc en décembre 1789, et seront admis dans tous les emplois. Ça sera le cas par la suite pour les Juifs également en 1791, mais certains Juifs auront déjà eu cette, si vous voulez, cette option de citoyenneté, notamment les Juifs séfarades de la région d'Avignon et de Bordeaux. Et on continuera il y aura aussi beaucoup d'évolution du point de vue administratif avec l'institution de l'état civil séculier, donc où les registres de naissance, de décès ou de mariage seront redonnés aux communes, puisqu'il faut bien comprendre que la religion catholique gérait tout. Elle gérait tout. Elle gérait le social, elle gérait l'économie, elle gérait tout, la religion catholique. Donc, avec cette révolution, la religion catholique va perdre son hégémonie.
à ce niveau. Et ça va créer beaucoup de conflits. On va arriver en 1792, on appellera cette période la terreur. Il y a eu deux terreurs qui va faire énormément de morts, plus de 100 000 à 300 000 arrestations durant cette terreur. Et on se souviendra pendant cette terreur que le soulèvement des catholiques de Vendée qui sera réprimé dans le sang. Et vous verrez que toute cette période révolutionnaire va continuer jusqu'au va se poursuivre jusqu'au XXe siècle, et on arrivera enfin à 1801. Et pour ceux qui nous écoutent, encore une fois, je fais juste une petite pause pour que vous puissiez aussi respirer. On ne va pas rentrer encore une fois dans tous les détails de l'histoire de la laïcité. Non, ce serait beaucoup trop long. Ça serait beaucoup trop long, il nous faudrait 2 heures ou 3 heures ou 4 heures. Donc, on vous donne quelques éléments clés pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous sommes arrivés à la loi de 1905 et pourquoi il est important en France par rapport à son histoire que les affaires religieuses soient séparées des affaires de l'État. Même si elle n'est pas complètement séparée des affaires de l'État, on le verra aussi avec Jean tout à l'heure, puisque l'État subventionne des établissements sous contrat. D'accord? Pour peu qu'ils respectent aussi la ligne républicaine par rapport aux enseignements prodigués aux élèves et qu'il n'y ait pas de discrimination par rapport à l'entrée des enfants dans ces établissements et autres. Mais ça, c'est la partie de Jean. Je vais le laisser embrayer là-dessus. Donc, on arrivera par rapport à cette période révolutionnaire, donc au fameux concordat. Le concordat du 15 juillet 1801, signé entre Napoléon Bonaparte et le pape Pie VII. Et avec ce concordat, une grande phase aussi de l'histoire de la laïcité, et bien le catholicisme deviendra la religion de la majorité des Français, mais plus la religion d'État. Parce qu'avant, la religion catholique était religion d'État. N'hésitez pas à poser vos questions hein, pour pouvoir... et si vous voulez intervenir aussi, demandez à monter dans le live. Comme ça aussi, vous pouvez aussi poser vos questions. D'accord? Donc, ce concordat, il faut comprendre que les ministres des cultes, à ce moment, étaient rémunérés par l'État. Il faut comprendre aussi que ces prêtres évêques étaient aussi nommés par le gouvernement et qu'ils ne pouvaient ni se réunir, ni sortir de leur diocèse sans autorisation de l'État. Donc, il y avait quand même un bon contrôle étatique par rapport à ce concordat. Concordat qui va être en 1802 étendu au protestantisme, puisqu'au début, ça concernait que l'Église catholique et le gouvernement. En 1802, ces textes sont étendus donc au protestantisme luthérien et calviniste, mais aussi aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, Réunion. Et en 1808, ça sera justement étendu là au judaïsme. J'espère que je ne vais pas trop vite. J'essaye de ralentir, de vous donner un maximum d'informations, parce que le temps nous est contraint. Alors, il semblerait que Jean ait peut-être un problème de son, ou alors il actionne des feuillets d'un carnet secret. Je prépare mon intervention avec mes feuilles. Je savais pas que ça. Ah, voilà. T'as la possibilité de te mettre en muet, hein, s'il faut. D'accord. Non, ça va le bloquer après. Vaut mieux qu'il reste comme ça. Non, après il se démute. Voilà, il te débute. Donc, en tous les cas, ce qu'on disait par rapport au concordat, à la suite du concordat, pendant la période du concordat, il y aura quand même quelques efforts pour que la monarchie royaliste voulait quand même que le catholicisme redevienne une religion d'État. Et ça sera le cas avec la Restauration. De 1814 à 1830, c'est la période qu'on appelle la Restauration, et le catholicisme redevient religion d'État. Et après, on passera la seconde, on retient quand même la Seconde République. La Seconde République de 1848 à 1851, qui va avoir quand même 2 éléments phares, entre guillemets, à savoir l'abolition définitive de l'esclavage le 27 avril 1848, et également la loi Fallou du 15 mars 1850, qui donnera un droit de surveillance et d'instruction aux congrégations religieuses sur l'instruction publique. Donc, vous voyez que le pouvoir catholique est très puissant, a été très puissant. Ensuite, les monarchiques, ils vont tenter d'accéder au pouvoir pour pouvoir faire en sorte que la religion catholique soit maître en France, comme au début du temps de Clovis ou de Charlemagne. Et malheureusement, ce sont les républicains
En tous les cas, malheureusement, en tous les cas, ce sont les républicains qui arriveront à accéder au pouvoir. Et sous conseil de Jules Ferry, là, on arrivera aux lois de laïcisation de l'école, puisqu'on parle souvent de l'école. Pourquoi on parle souvent de l'école aujourd'hui, qui fait l'actualité souvent? Eh ben, ça date aussi de là, des lois de laïcisation de l'école de 1880 à 1886. C'est où les choses ont commencé à bouger, c'est où des congrégations religieuses ont commencé à expulser. Et par rapport à ces expulsions, le Vatican sera forcément pas heureux de cette situation et va même appeler à la grève des enfants, voire de priver les enfants, à menacer de priver les enfants de première communion. Donc c'est pour vous dire comment la pression était forte sur l'État à ce moment, mais ils ont tenu bon et on est arrivé par la suite avec d'autres lois de laïcisation de l'école. Donc on est toujours dans la période 1880-1886 avec l'école qui va être gratuite en 1881 pour l'école primaire, avec une loi de 33 pour l'école secondaire, et ensuite l'école va être obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans avec la loi du 28 mars 1822, ensuite avec une autre loi du 9 août 1936 pour les enfants jusqu'à 14 ans. Il faudra attendre une ordonnance de 1959 pour que l'école soit obligatoire et laïque pour les enfants jusqu'à 16 ans. Donc vous voyez qu'il y a une grande épopée et on termine cette époque de 1880-1886 avec le 30 octobre 1886 où là, c'est la fin de l'instruction religieuse en France. Donc c'est cette période-là qui a marqué l'histoire et c'est pour ça que souvent aujourd'hui, on parle de laïcité à l'école puisque la laïcité vraiment a débuté, a été très forte, très marquée par rapport à cela, par rapport à ces événements. Mais sachez que pendant cette période également, Jules Ferry, qui était plus dans l'éveil des consciences et ne voulait pas non plus qu'il y ait une guerre civile, il a quand même concédé certaines choses. Donc, il a permis que les crucifix, où on voulait enlever les crucifix, parce que vous savez que par rapport à la laïcité, donc les établissements publics doivent être neutres. Donc, les croix qui étaient partout dans les établissements scolaires devaient être enlevées. Donc là où certains s'opposaient à ce qu'on enlève les croix, eh bien, il a permis que ces croix puissent rester. Il a permis également qu'il y ait une instruction religieuse, mais hors du temps de classe. Et également, il a exhorté les familles à l'époque à respecter les convictions des parents. Donc, vous voyez qu'il y a quand même eu un compromis pour pouvoir faire en sorte passer la pilule, entre guillemets. Et comme je vous l'ai dit, donc là, cette laïcisation, elle s'appliquait au programme, aux enseignants, aux bâtiments, mais pas aux élèves encore, d'accord? Et ensuite, on a poursuivi, il y a eu une période, relative période d'entente entre le gouvernement et l'Église catholique, aidée par le pape Léon XIII, et cette fragile équilibre soit rompu avec ce que vous connaissez sans doute l'affaire Dreyfus, qui a duré de 1894 à 1906. C'est le commandant Dreyfus qui a été accusé d'avoir donné des fiches aux Allemands. Donc voilà, il sera acquitté à la fin, mais il va beaucoup souffrir de cette époque. Et par rapport à ça, là, d'autres lois vont tomber par rapport au gouvernement. Les lois de 1901 des associations, comme notre association, elle est association loi 1901. Ça date de là, les associations loi 1901. Mais à ce moment, des centaines d'établissements religieux seront fermés. Ensuite, il y aura la loi de 1904. Pareil aussi, où là, on va fermer énormément d'établissements religieux, plus de 2500, et à ce moment aussi, près de 30 à 60 000 congrégationnistes catholiques seront expulsés du royaume. Donc cela entraîne une rupture forcément entre les relations entre le gouvernement et l'Église catholique. Et je vais m'arrêter là. S'il y a peut-être une question, Maïti, est-ce que tu as relevé des questions peut-être? Alors, ce sont plutôt des commentaires. Alors, il y a Eddie Sénin qui nous a rejoint, et il y a Yasmine qui rebondit aussi sur certaines de tes affirmations sur les connaissances de la laïcité en parlant des républicains et des royalistes. Donc, il n'y a pas encore de questions pour le moment. Mais en tout cas, bienvenue à Eddie qui a rejoint le live et qui confirme que notre Borloo adore le vin blanc.
D'accord, donc on continue. Donc on était donc à On ces peut fameuses lois continuer, mais c'est effectivement, si vous avez des questions, ceux qui rejoignent le live, déjà vous pouvez tapoter votre écran pour maintenir le live en live et puis ne pas hésiter à poser des questions. Donc Eddie et Josie te passent le coucou et suivent attentivement le live. Bonjour à tout le monde. Donc, on était donc à ces lois de 1901 et 1904 et on va arriver, donc cela va entraîner une rupture des relations entre le gouvernement et l'Église catholique et on arrivera au projet de réforme du 10 novembre 1904 du gouvernement Combes, donc de séparation de l'Église et de l'État. Ah ben, patatras, malheureusement le lendemain, l'opposition va dévoiler que que le gouvernement a fait mettre en place des fiches sur les appartenances religieuses des hauts fonctionnaires et gradés de l'armée. C'est ce qu'on appellera à l'époque l'affaire des fiches. Et à ce moment, hop, démission du gouvernement Combes le 10 novembre 1904. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, une nouvelle commission s'est mise en place. On a la commission Buisson-Briand, Aristide Briand et Ferdinand Buisson, qui sont les porteurs de la loi de 1905. Les débats seront houleux au gouvernement, mais néanmoins, Aristide Briand va proposer une loi de compromis. Et cette loi de compromis, il va se baser aussi sur d'autres pays comme les États-Unis qui en 1791, dans leur premier amendement, vont proclamer la liberté de conscience, ou alors en 1854, comme le Canada qui va retirer à l'Église anglicane tout pouvoir étatique. Ça sera pareil aussi. Il s'est basé aussi sur le Mexique aussi par rapport à la séparation de l'Église et de l'État en 1859. Pareil aussi après pour le Brésil. Il s'est basé sur certains pays pour appuyer justement cette loi de 1905. Donc ça aussi c'est bien à savoir. Et on vous le redit encore, je vous le redis. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, puisqu'il faudrait 2 heures pour tout vous dire, si ce n'est pas 2 jours, mais au moins avec tous les éléments que je vous donne, vous comprenez bien les difficultés, les guerres entre la terreur, entre la guerre des religions qui a duré 36 ans. Voilà, c'est compliqué. Et on est arrivé justement à cette loi de compromis, c'est bien une loi de compromis, la loi du 9 décembre 1905, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi de 1905? Eh bien, ça sera l'abolition du concordat. Le concordat, souvenez-vous, on en a parlé de 1801. Ça sera aussi la fin du gallicalisme historique, selon l'historien Émile Poula. Souvenez-vous, on parlait du gallicalisme après, justement, la mort de Charlemagne en 814. D'accord? Et ensuite, donc, ça sera la proclamation de la liberté de culte, la liberté de conscience déjà obtenue grâce à la Révolution, et plus de 30 000 temples, églises et synagogues seront mis à disposition des religions pour peu qui s'organisent sous forme d'associations cultuelles. Mais l'Église catholique va refuser. Elle refuse. Et on passera à la Première Guerre mondiale. Il faudra attendre après la Première Guerre mondiale. En 1921, les relations vont se réchauffer avec le Vatican. Et en 1923, un compromis est trouvé entre l'Église catholique et le gouvernement, qui crée des associations diocésaines qui respectent l'autorité hiérarchique de l'évêque. Et c'est ce compromis qui a été trouvé au final avec l'Église catholique. Mais la loi de 1905 ne s'applique pas partout. Partout, elle ne s'applique pas en Alsace et Moselle. Elle ne s'applique pas en Alsace-Moselle, qui à l'époque, en 1905, était sous dépendance allemande. Ni quand elle sera annexée en 1919, la loi de 1905 ne sera pas appliquée non plus. Ce qui sera confirmé par la loi du 1er juin 1924 et par le Conseil constitutionnel le 29 février 2013, sauf erreur de ma part. Donc, ils vont garder leur droit local, ce qui fait qu'il y a des spécificités où on peut étudier encore la religion dans les écoles publiques. Ça ne sera pas non plus appliqué dans tous les territoires d'outre-mer. En 1911, avec la loi du 6 février 1911, c'est une loi qui a été nettement remaniée jusqu'en 1913. Cette loi rend applicable de plein droit la loi de 1905 dans les territoires de Guadeloupe, Martinique, Réunion. Après, on sait aussi qu'il y a des spécificités locales dans ces territoires. Donc, la loi de 1905, en tous les cas, à ce moment, avec la loi de 1911, est applicable dans les territoires d'outre-mer. Donc, les 5 territoires, au fil du temps,
qui seront concernés par cette loi de 1905 sont la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et 7 autres départements ne seront jamais pour l'instant concernés par la loi de 1905. Donc là, on parle de la Guyane, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis et Futuna, et des terres arctiques et ancestrales françaises. Et je pense que j'en oublie un. J'en ai oublié un. J'ai dit Wallis et Futuna? Il me semble, oui. Il me semble. Un, mais je vous le redirai tout à l'heure parce que je pense que j'ai oublié. Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'était dans la Nouvelle-Calédonie. Voilà, ce sont ces 7 territoires qui ne seront pas concernés par la loi de 1905 et qui seront régis par d'autres dispositions juridiques, à savoir les décrets loi Mandel des 16 janvier et 6 décembre 1939. Donc ça, c'est pour les cultes religieux, n'est-ce pas? Et également par la loi du 1er juillet 1901. Donc c'est un autre dispositif qui sont adaptables donc à ces territoires non concernés par la loi de 1905. Et également l'ordonnance royale de Charles X du 27 août 1828 pour les fabriques. Et ça concerne spécifiquement plus le culte catholique en Guyane, d'accord? Et il y aura aussi une loi en 1884, là ça sera en Polynésie française, donc c'est une loi qui permet au culte protestant de s'organiser. Et retenons aussi par rapport à ces spécificités que par rapport à Mayotte, les décrets loi Mandel de 1939 ne sont pas applicables du coup à défaut d'introduction par arrêté. Donc voilà ce que moi je voulais vous dire sur cette période de Clovis jusqu'à la loi de 1905. Là, c'est ma partie. Et si vous avez des questions, je peux y répondre très rapidement ou des remarques à faire. Ensuite, on passera la parole à Jean qui vous déclinera en fait la suite de cette histoire avec les défis de la laïcité. Donc, Maïti, je te laisse embrayer. Bah déjà, bravo pour cette introduction. Merci pour le partage de culture. Il y a des choses qu'on ignorait, effectivement. Et il y a White Rose qui demande si on appliquait la même chose sur les territoires colonisés. Je ne sais pas si tu as répondu à cette question. Qu'est-ce qu'elle entend par... donc, je l'ai dit, hein, il y a 5 territoires qui sont concernés par la loi de 1905. Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Je peux répondre, David? Vas-y, vas-y. Bien sûr, Jean. Merci. Oui, effectivement, la loi de 1905 devait être appliquée aux Outre-mer par des décrets gouvernementaux, mais effectivement, le gouvernement ne l'a jamais fait. Et donc, ça s'applique seulement à la Martinique, à la Réunion, à la Guadeloupe, et ça s'applique pas aux autres, ipso facto. Voilà, c'est toute la question. Voilà. Donc, s'il y a plus de questions, de remarques, on va passer à 3 Jean. Donc, c'est ta partie. Donc, on t'écoute religieusement. Merci, David. Donc, écoute, par rapport à ce que tu as dit, moi, je voudrais revenir sur une date importante, là, le 492. Oui. Le baptême de Clovis. Oui. C'est pas le baptême de la France. Le Clovis, attends, je vais te dire, parce que c'est important, parce que c'est là le germe de tout. Clovis, qui c'est un conquérant. Il arrive avec ses armées. Il n'a pas la religion du peuple, il a sa propre religion. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'impose rien, il prend la religion du peuple, qui était à l'époque déjà chrétien. Donc, si tu veux, c'est un truc important. Ça veut dire que, je dirais, c'est un début. Alors, attention, des mots, hein, de démocratie, dans le sens que le conquérant n'impose pas sa religion au peuple. C'est le peuple qui donne sa religion au conquérant. Et donc, c'est important du point de vue des mentalités et de l'origine. Alors, revenons à nos moutons, revenons à la période plus contemporaine. Alors, tu es allé, je pensais que tu irais jusque-là, mais effectivement, il y a le grand traumatisme de 1940 et le régime de Vichy. Voilà. Le régime de Vichy, alors, je vais partir de là parce que rappeler le contexte d'origine et peut-être faire dire mon plan d'abord, pour que tout le monde ne soit pas perdu. D'abord, on va parler de l'école. L'école, c'est le point central, ça a été tout au long, tu l'as dit, la guerre scolaire, comme on dit, le point central des crispations. Et puis en dehors, il y a aussi la société civile et la laïcité. Ça, ce sera mon deuxième point. Et le troisième point, évolution récente. Et puis, quelles leçons tirer? D'abord, le contexte d'origine.
Vichy, qu'est-ce que c'est? Vichy, c'est le retour, je dirais, de l'anti-France. C'est la destruction de l'œuvre de la Troisième République. C'est l'anti-Lumière, l'anti-1789. Donc, il met en place une politique raciste, antisémite, avec abandon, évidemment, du principe de laïcité. Alors, après la libération, en 1946, les constituants veulent absolument réaffirmer les principes de la République en les complétant par des droits sociaux. Et là, ils se sont rappelés de ce que disait Jean Jaurès, le grand homme politique qui est mort en 1914. Et qu'est-ce qu'il disait, Jean Jaurès, qui a été aussi un des pères de la loi de 1905? Il disait « La République ne saurait être laïque si elle n'est pas sociale ». Donc, voilà, à partir de cette belle phrase, elle a été reprise par l'article 1er de la Constitution de 1940, par le préambule de 1946, a été reprise par la Constitution de 1958, qui est celle de la Ve République. Et l'article 1er dit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». On pourrait venir sur chacun de ces termes, mais là on est pour parler de la laïcité. D'abord, à partir des années 50, on note quand même une inflexion de la notion de laïcité, même si on veut revenir au principe. Pourquoi? Certains penseurs ont proposé des adjectifs comme laïcité inclusive, positive, alors que laïcité tout court, ça suffit. Mais en fait, il y a eu un effort après le ralliement officiel de l'Église catholique et de l'épiscopat à la laïcité, qui était opposé, comme tu l'as dit, jusqu'avant à la laïcité à la République. Hein. Bon, faut dire les choses telles qu'elles sont. On se rallie, mais on veut influencer le contenu, infléchir le contenu. D'ailleurs, l'un des papes récents, le pape François, n'a-t-il pas dit qu'il critiquait une laïcité exagérée? Donc c'est l'épiscopat qui est à l'origine de cette idée de laïcité positive, inclusive. Ça s'est manifesté principalement autour de deux questions qui ont touché l'école, ces difficultés. D'abord, le subventionnement des écoles catholiques privées au nom de la liberté d'enseignement. On a parlé d'écoles privées libres au lieu de parler d'écoles privées. Enfin, la liberté d'enseignement. Et ensuite, la question du port de signes religieux par les élèves et étudiants. D'abord, pour ce qui concerne, la première question, la liberté d'enseignement. Disons tout de suite qu'il ne serait pas laïque d'interdire l'enseignement privé. L'enseignement privé, c'est la liberté d'enseignement, mais on peut se demander quand même si c'est vraiment respecter le principe de laïcité que de subventionner, de financer l'enseignement privé alors qu'il peut choisir ses élèves et qu'il n'a pas les obligations, les contraintes du service public. La Constitution de 1946, qu'est-ce qu'elle dit? Elle garantit l'égal accès de tous à l'éducation, donc elle n'oppose pas un monopole, même si elle fait de l'école publique laïque un devoir de l'État. Ce sont les termes de la Constitution de 1946. Donc ça a été interprété par le Conseil constitutionnel en 1977, en disant que on pouvait subventionner l'école privée dite libre. Donc déjà, il y avait une évolution législative importante. La césure, c'est la loi Debré du 31 décembre 1959 qui prévoit le contrat d'association avec des écoles privées, c'est-à-dire que ces écoles peuvent recevoir des subventions en étant privées si elles acceptent un contrôle de l'État et qu'elles appliquent le programme de l'enseignement public. Mais il faut aller vérifier. Donc ça a changé la donne et ça a créé la situation actuelle qu'on appelle le dualisme scolaire. Ainsi, au ce jour, ce sont 12 à 15 milliards d'euros qui sont versés chaque année par l'État et les collectivités locales pour 90% à l'enseignement catholique. Donc, il doit appliquer le programme public, mais il garde le choix de ses élèves, c'est toute la question, parce qu'il n'y a pas de critères sociaux. Cette situation est le résultat d'une grande bataille d'opinion qui s'est déroulée en 1983 et 84. Plus d'1 million de personnes avaient défilé à l'époque pour défendre les financements du privé, mais ça a fait reculer le gouvernement. Bon, aujourd'hui, 3 millions de personnes ont défilé contre la loi sur les retraites, mais ça a fait reculer personne. Enfin bref. Certains mouvements estiment que ça a finalement totalement bouleversé, voire détruit le fonctionnement de l'école laïque républicaine tel qu'il avait été fixé, comme tu l'as rappelé, par les grands ancêtres, Jules Ferry, Ferdinand Buisson et compagnie, et avant et après, c'est ce qu'on appelait la laïcité scolaire. Mais enfin, disons, les principes restent
de la laïcité dans l'école publique. Tu as une question là. Oui. Est-ce que l'école peut être vraiment neutre face aux convictions des élèves? On y reviendra puisque c'est la question du port des signes religieux par les élèves. Hein? Donc, la question n'est pas du tout nouvelle, cette question du port de signes des élèves. Déjà avant la guerre, au moment du Front populaire en 1936, il y avait la montée de ligues d'extrême droite, et c'est pour se défendre contre ces ligues d'extrême droite que le ministre de l'Éducation de l'époque, le célèbre et grand homme Jean Zay, qui est mort en héros, avait dans des circulaires déjà de 37 et 36, 37 et 38 rappelé la nécessité de la neutralité de l'école et l'interdiction de signes d'appartenance confessionnelle ou politique. Alors, c'est pour protéger l'espace scolaire qui doit rester un espace d'apprentissage et pas de revendication. Ces termes, il y a deux phrases célèbres. L'école doit être l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. Et l'autre forme de phrase dit « Aucune forme de prosélytisme ne saurait être admis dans les établissements ». Donc vous voyez, c'est pas nouveau, hein, ça date de 100 ans presque, 90 ans. Alors, comment concilier ça avec le principe de la liberté de conscience et de la liberté d'expression de sa conscience? C'est la question qui s'est posée en 1989, très précisément, avec ce qui était appelé l'affaire du voile de Creil. Deux jeunes élèves du lycée de Creil portant un voile musulman furent exclus par leur proviseur en application de ces circulaires. Le Conseil d'État fut consulté par le gouvernement dès 1989, qui a rappelé que la liberté d'expression des convictions religieuses, qui est reconnue, mais, et elle a dit, elle doit pas s'accompagner de prosélytisme ni de perturbation dans l'école. Donc, au cas par cas. Donc, ça a continué à poser problème. Donc le gouvernement, le président de la République, c'était Jacques Chirac à l'époque, a décidé de mettre en place en 2003 une commission présidée par Bernard Stasi, la fameuse commission Stasi, sur entre guillemets l'application du principe de la liberté dans la République. Cette commission a conclu qu'il fallait, et c'est donc la loi qui a été votée le 15 mars 2004, l'interdiction des signes religieux ostensible, c'est-à-dire ça confirme en fait les principes antérieurs des circulaires et des principes antérieurs et du Conseil d'État, liberté de conscience et neutralité de l'école, mais pas de prosélytisme à l'école. Voilà. Aujourd'hui, ces principes, je pense que c'est clair là, ces principes ont été regroupés depuis 2013 dans une charte de la laïcité à l'école. Elle comprend 15 articles, on ne va pas les détailler ici. On peut la trouver sur Internet très facilement, sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Et cette charte rend visible et accessible à tous les principes qui sont issus de la tradition républicaine. On peut s'y reporter, s'expliquer, etc. C'est clair. Alors, la laïcité scolaire, on l'a vu, les problèmes posés par l'école, cette laïcité scolaire, mais il y a la société civile, le monde du travail. Alors, est-ce que la laïcité scolaire s'applique? Non. En dehors de l'école, effectivement, il y a des règles particulières. Elles ont été débattues à propos du droit du travail. Et un employé a-t-il le droit de manifester ses opinions religieuses dans le travail? C'est la question qui a été cristallisée autour de la fameuse affaire de la crèche Baby-Lou. C'est pas tout le monde en a entendu parler. Entre 2008 et 2014, oui, une salariée, pardon? Oui, j'ai dit oui. Oui, hein, tu connais Badjid, et vous connaissez tous. Une salariée a été licenciée d'une crèche associative, donc une crèche privée, pas une crèche municipale, hein, une crèche associative, pour le port d'un signe religieux, un voile islamique à l'époque. Après de nombreux allers-retours judiciaires, ça fait toute une bataille, il a fallu qu'intervienne l'assemblée plénière de la Cour de cassation en 2014, qui a validé le licenciement, mais qui a posé les conditions dans lesquelles cette laïcité, enfin cette neutralité peut s'appliquer dans le monde du travail. Alors, la loi a modifié en 2016 le Code du travail en donnant une base légale à ces clauses de neutralité dans le travail de
posée par la Cour de cassation. Ça a été, j'ai expliqué après ce qu'il y a, hein, mais je le dis aussi parce que c'est important, parce qu'il y a eu des recours devant la Convention des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, et aussi la Cour de justice de Luxembourg, des communautés européennes. Tout ça a été confirmé par la jurisprudence européenne, tous les tribunaux internationaux. Et alors, excuse-moi de te couper, Jean, mais tu as quelques questions encore sur par rapport à l'école. On te demande est-ce que la neutralité de l'enseignant est quelque chose de peu illusoire? Ou est-ce que l'interdiction des signes religieux à l'école est-elle vraiment une protection ou une exclusion aujourd'hui? Non, elle n'est pas une exclusion, c'est une protection justement de la liberté de conscience de chacun, de tout le monde, c'est-à-dire on ne fait pas de prosélytisme, et l'enseignant aussi est tenu à la neutralité, évidemment, puisque lui, alors c'est clair, lui c'est un agent public, comme tous les agents publics, il est tenu à la neutralité. Voilà. Donc, là, vous savez, encore une fois, la liberté de conscience est une liberté, mais comme toutes les libertés, elle doit se protéger. On protège, par exemple, la liberté des employés par des lois protectrices du droit du travail. C'est un droit, le travail. On le protège. Eh bien, la liberté de conscience, elle se protège. Il y a des loups qui veulent mettre en péril la liberté de conscience de chacun en obligeant les gens à adopter certaines positions. Eh bien, on doit protéger les jeunes consciences comme les élèves contre ces loups qui veulent les empêcher de penser librement. Voilà. Et ça, justement, juste petite coupure encore. Là, ça répond à la question de Sénat. Eddy, bonjour Eddy, bonjour Josie. Donc Eddy qui nous disait pourquoi l'école publique est-elle considérée comme un sanctuaire de la laïcité. Là, tu viens d'y répondre. La conscience et la liberté de conscience, que les enfants puissent évoluer de manière neutre, sans pression religieuse, sans pression politique, sans pression quelconque. C'est un sanctuaire. C'est pour ça que l'école publique est un sanctuaire. Les enfants doivent pouvoir acquérir leurs connaissances sans pression politique, religieuse, autre. Ça, c'est valable pour tout. Voilà, que ce soit quelqu'un qui viendrait avec une kippa ou quelqu'un qui viendrait avec un t-shirt disant je suis pour le Front National, pour Marine Le Pen, ou je suis pour Jean-Luc Mélenchon, on lui dit, ou François Bayrou, peu importe, on lui dit non, c'est pas à l'école. À l'extérieur, tu fais ce que tu veux, même si tu es mineur, si tes parents sont d'accord, mais dans l'école, c'est non. Voilà. Et il faut se souvenir aussi, pour compléter aussi ce que tu viens de dire et ce que j'ai rajouté, c'est que ne pas oublier avec les lois de laïcisation de l'école de 1880 à 1886, c'est pas pour rien que Jules Ferry s'est attaqué d'abord attaquer l'école par rapport à la sanctuarisation justement des esprits, des jeunes esprits qui doivent se... Il s'est pas attaqué à l'école, il a libéré l'école. Il a libéré l'école, voilà. Voilà. Bon, alors, si je continue, enfin, je vais peut-être détailler pour comment on peut avoir des clauses de neutralité dans le travail. D'abord, ça doit être vraiment, la liberté de conscience, c'est la règle. Mais effectivement, on peut, dans un document d'entreprise, dire qu'il y a des restrictions sur la manifestation de ses opinions philosophiques, religieuses et politiques. C'est tout pareil, hein. Donc, ça doit être général et pas systématiquement pour telle religion ou telle personne. Et ça doit être motivé aussi par l'employeur sur la nature de l'activité. Par exemple, faut vraiment une réunion professionnelle concrète. Par exemple, que c'est un contact avec des enfants, c'est un contact avec la clientèle. On veut pas que la clientèle sache quelle est la religion des personnes ou leurs opinions politiques. Voilà. Donc, mais c'est limité au strict nécessaire. Par exemple, quelqu'un à qui on dit vous êtes en contact avec la clientèle, vous n'avez pas manifesté vos opinions religieuses, mais après, quand il est plus en contact avec la clientèle, il peut manifester, il peut mettre un signe religieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est limité, il faut que ce soit limité. Donc. Et est-ce qu'on peut là aborder le volet où là la laïcité devient vraiment un objet de l'action publique, notamment au travers de la... J'y viens. Mais j'y viens avant. Pas à propos de la société civile, je crois qu'il faut dire une chose importante, c'est qu'il y a l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public. Hein. La loi du 11 octobre 2010, c'est pas la laïcité, c'est l'ordre public. C'est l'exigence minimale de la vie en société, c'est aussi le vivre ensemble. Les évolutions récentes. Voilà. Donc, les évolutions récentes, d'abord, je reviens sur l'école, l'interdiction des signes religieux est revenue sur le devant de la scène avec l'affaire dite des abayas et des camis.
ça a été rappelé par les circulaires de 2023 en disant que ça a été confirmé par le Conseil d'État, c'est pas tel ou tel vêtement, c'est l'intention de manifester ostensiblement une opinion. C'est ce que dit le Conseil d'État, il dit il y a une logique d'affirmation religieuse. C'est ça qui est pas permis. Bon. Donc c'est pas l'opinion, mais c'est l'expression ostensible dans l'école. Enfin, je viens à ta question sur les évolutions récentes. Le gouvernement a souhaité depuis 2020 réaffirmer et préciser les principes. C'est l'objet d'une loi importante et de tout ce qui a suivi du 24 août 2021 qui s'intitule « Renforçant le respect des principes de la République ». Il y a de nombreuses règles dans cette... 24 août Sur la neutralité de l'État et des services publics, je les résumerai comme suit dans le temps qui nous est imparti. D'abord, ça confirme sans ambiguïté que le principe de neutralité laïque, de neutralité des services publics s'applique dès qu'il y a un service public, même si c'est l'État ou pas l'État. Par exemple, des concessionnaires, comme les transports publics. Le principe de laïcité s'applique pour les agents des transports publics. Voilà, le principe de laïcité. Ensuite, pour l'État, il y a de nouvelles procédures qui sont des cartes entre les mains de l'État pour faire respecter le principe. Ce qu'on appelle le référé laïcité entre les mains du préfet vis-à-vis des communes et des départements qui ne respecteraient pas le principe de laïcité. Et puis il y a d'autre part, pour les co-contractants de l'État, ce qu'on appelle le contrat d'engagement républicain, c'est-à-dire tous ceux qui reçoivent des subventions de l'État, qui signent avec l'État, doivent signer, s'engager à respecter ce contrat d'engagement républicain. Ensuite, il y a eu une action d'envergure de formation à la laïcité, pas seulement les agents publics, mais tous les intervenants associatifs. Et n'est-ce pas, David, toi et moi en sommes le fruit, parce que nous avons suivi ces formations, oui. Nous avons été agréés, donc un plan de formation. Et puis ensuite, on dit que tous les services publics doivent avoir un référent laïcité. Alors il y a de nombreuses autres choses, etc. Mais il y a notamment des dispositions importantes sur le contrôle administratif et financier des associations et objets cultuels, sur le financement des associations cultuelles. Voilà le panorama. Si je peux me permettre, il y a une question venant de Eddy qui demande quels sont les droits et les obligations spécifiques des écoles privées sous contrat, par exemple les écoles catholiques privées. D'accord. Juste avant de répondre à cette question, Eddy, juste une seconde, pour rester sur la loi du 24 août 2021, qui est très importante aussi dans l'histoire, c'est la loi aussi dite séparatisme, puisqu'il y a le délit de séparatisme qui a été instauré. C'est ça, la loi du 24, c'est la loi dite séparatisme. C'est le délit de séparatisme qui a été instauré. Mais j'aime pas employer le mot loi séparatisme, parce que c'est une appellation fallacieuse. C'est le rappel des principes de la République. Voilà. Avec aussi... Parce que les principes républiques, qui je le rappelle, sont dans l'article 1er de la Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est ça les principes de la République. On pourra revenir sur l'indivisibilité si vous voulez, mais voilà, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Faut se souvenir. Moi, j'appelle ça les 4 roues du char de la République. S'il y a une roue qui se casse, ben le char de la République il tombe. Voilà. Et dire aussi que l'encadrement familial aussi a été renforcé dans cette loi, et même aussi la haine en ligne, il faut aussi le dire. Oui, la lutte contre la haine en ligne, pas l'encadrement familial. Oui. C'est-à-dire que on a la possibilité pour les enfants de ne pas aller à l'école et d'être éduqués en famille. Voilà. Mais là, disons que les conditions dans lesquelles cette éducation en famille peut être accordée ont été renforcées. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, les obligations de l'école privée, eh bien, justement, c'est les écoles privées sont prises en charge les enseignants, la rémunération des enseignants, et puis aussi par les collectivités locales, ça peut être ponctuellement telle ou telle chose, de subventionnement sur tel ou tel aspect. Mais donc, l'obligation de l'école privée, c'est dans le cadre du contrat d'association, de ce contrat de la loi, c'est de respecter le programme officiel. Point. Et ce doit être surveillé. Mais effectivement, elles n'ont pas l'obligation d'appliquer la loi de 2004, par exemple, sur le port des signes religieux. Voilà. Mais effectivement, c'est très critiqué parce que ces écoles privées ont toujours le choix aujourd'hui des élèves, et donc elles peuvent recruter les meilleurs, et puis mettre de côté ceux qui sont pas bons ou qui n'ont pas d'argent.
Voilà. Ça, c'est très critiqué. Et l'une des options c'était le gouvernement Attal, d'ailleurs, c'est Attal qui avait voulu ça à l'époque, et c'est une des revendications de la gauche aujourd'hui, c'est qu'il y ait des critères sociaux qui soient imposés aux écoles privées. Et là, évidemment, les écoles privées n'en veulent pas. Alors, voilà. Alors, c'est un des points de crispation qui devrait peut-être arriver politiquement. Alors, quelles leçons oui. On a une remarque hors live, hors antenne, que ces dispositions ne concernent que la religion musulmane. Pourquoi? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. Quelqu'un qui viendrait avec une kippa à l'école publique serait mis dehors comme une fille qui vient avec un voile. Comme quelqu'un qui viendrait avec une grande croix en bois avec un Jésus-Christ devant tout le monde. C'est ou un turban sikh hindou. Ça s'applique, ou qui viendrait avec un t-shirt disant j'aime bien Marine Le Pen ou j'aime bien Jean-Luc Mélenchon. Ça s'applique à tout. Par contre, Jean, si tu me permets, ce que j'entends par rapport à la question de ces personnes, et que on peut quand même se l'avouer, quand on regarde les médias, on parle plus des manquements par rapport à la religion musulmane. C'est clair qu'il y a par rapport à l'islamisme un danger réel, mais en tous les cas, le fait qu'on ne montre pas aussi dans les médias les autres manquements des autres religions. Mais comment peux-tu dire ça? Et toute l'affaire Bétaram et les histoires dans les écoles religieuses catholiques, on les a pas parlé peut-être? Enfin. Continue. Oui, donc je pense qu'il y a. Alors effectivement, l'islam est une religion nouvelle dans l'espace métropolitain français. Donc effectivement, il y a une variante d'adaptation, effectivement. Mais tu sais, l'Église catholique a été domptée par la République. On a envoyé l'armée contre l'Église en 1905 dans les églises pour ce qu'on appelait comment on appelle ça, les inventaires. Il y a eu des émeutes. N'oublions pas ça. L'Église catholique n'a pas été très bien traitée par la République. Hein. Donc il y a eu presque une guerre civile. Hein. Donc aujourd'hui, dans ma remarque, Jean, par rapport à le fait que tu me dises de dire ça, là, on est bien d'accord, on parle du catholicisme et de la religion musulmane, mais il y a d'autres religions en France. C'est plus en ce sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déclinaison suffisamment forte des manquements, parce que il y a des manquements partout dans toutes les religions. C'est cela, c'est ce pluralisme. Non, attends, il y a des manquements dans toutes les religions, à certaines personnes. Attends, non. Il n'y a pas de traitement particulier pour la religion musulmane. Il s'applique à la religion musulmane comme il s'appliquera aux autres. Je ne peux pas dire ça. C'est pas ça le propos, Jean. Le propos est de dire que la religion catholique et la religion musulmane ne sont pas les seules en France. Il y a dans l'histoire, il y a plusieurs religions, et que de se dire aussi très honnêtement qu'il faudrait aussi peut-être parler aussi des manquements des autres religions, pas seulement catholiques et musulmanes. C'est ça qui est dit là. Oui. Alors tu veux parler de la religion judaïque? Judaïque, protestantisme, bouddhisme, etc. Il n'y a pas vraiment de manque. Enfin, je ne vois pas dans les écoles publiques des manquements à la laïcité dus à des actions de gens de religion juive ou protestante. Hein. Alors, je te réponds tout de suite par rapport aux Outre-mer, par rapport à la Réunion où les enfants portaient le signe hindou, le point rouge sur le front. Oui. Eh ben, ça a fait l'objet aussi par rapport à la loi du 15 mars 2004. C'était un signe ostensible que les enfants qui étaient, qui assujettis uniquement, on le sait, à la religion tamoule, hindoue. Donc, du coup, ça a aussi fait l'objet d'une discussion, d'une pédagogie avec les élèves, avec le corps enseignant qui n'étaient pas habitués, qu'ils avaient coutume, parce qu'il y a le côté coutume. On parle de la France, mais on parle aussi des Outre-mer. Donc il y a aussi tout à fait, tu as raison. Des Outre-mer qui fait qu'à la Réunion aussi, le point rouge que portent nos compatriotes hindous ou tamouls est interdit désormais dans les écoles publiques. Donc il y a aussi, je donne aussi un élément par rapport à la personne qui a fait cette remarque aussi là-dessus. Tu as raison. Des choses aussi qui se passent dans d'autres territoires. Donc c'est plus cette pluralité qui permettrait d'amoindrir en fait le côté stigmatisant que certaines personnes peuvent retenir, tout en étant très vigilant par rapport à la douleur et au danger vraiment que le séparatisme entraîne aujourd'hui.
Oui, la notion du séparatisme, pour moi, ça fait plus appel au principe d'indivisibilité de la République qu'à celui de la laïcité. Enfin, les deux sont liés. Voilà. Pour moi, la laïcité, c'est celle justement qui permet la singularité des personnes, c'est-à-dire la possibilité de ne pas adhérer à un modèle préétabli. La possibilité d'être soi-même, singulièrement, en dehors d'une appartenance qu'on vous imposerait. C'est pour ça qu'on protège la conscience des enfants. Bon, alors, moi, la conclusion que je voudrais tirer de tout ça, de l'histoire récente pour les citoyens, c'est une constante. C'est-à-dire que la laïcité, c'est une ligne de crête. Une ligne de crête à respecter entre la liberté d'expression de ses opinions, de toutes les opinions philosophiques, religieuses et politiques. Elle reste bien entendu absolue, parce que il ne peut pas y avoir de liberté de conscience sans liberté d'expression, bien évidemment. Mais quand même, la nécessité pour le service de l'État d'être neutre et justement, en étant neutre, de ne faire aucune discrimination entre ces différentes opinions et ces différentes expressions de liberté de conscience. Étant entendu, effectivement, que des règles particulières de protection de la liberté de conscience contre le prosélytisme s'appliquent à l'école, puisqu'on considère que les enfants doivent être protégés. Voilà. Je dirais, en conclusion de tout ça, ni plus ni moins la ligne de crête. J'ai dit. Mon cher David. On te remercie beaucoup, Jean. Est-ce qu'il y a des questions de la part Maïti? Il y en a pas mal. Alors, on t'écoute. Oui, attends, deux petites minutes, parce que je suis en train de les copier en même temps. Alors, on parle de menus dans les cantines scolaires publiques. Oui. Est-ce qu'on peut demander à l'heure actuelle un menu halal dans une cantine scolaire publique? Non. Absolument pas. La loi Egalim de 2018 demande à ce qu'il y ait un repas végétarien depuis 2018. Autrement, si c'est seulement les enfants il y a le PAI, protocole d'accueil individualisé. Si l'enfant a une allergie particulière ou une maladie ou voilà, par rapport à la nourriture, il y a le PAI qui doit être un protocole qui doit être mis en place pour cet enfant. Autrement, ce n'est pas possible. Et après, en général, pourquoi David? Pourquoi c'est pas possible? Parce que la cantine n'est pas une obligation scolaire, c'est une faculté. Il faut le dire, voilà. Préciser. Alors, ce n'est obligatoire que si on est dans situation d'enfermement. Par exemple, on est interne dans une école. Donc on ne peut pas sortir et s'alimenter autrement. Alors là, la puissance publique a l'obligation de respecter. Ou bien quand on est en prison ou dans un hôpital. Voilà. Ça, oui. Donc vous voyez, c'est une ligne de crête, comme j'ai dit. C'est-à-dire, c'est pas à partir du moment où on peut pas faire autrement. Effectivement, l'État doit respecter la liberté des personnes. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, chère modératrice? Alors, de la part d'Eddie Sénin, les élèves musulmans peuvent-ils obtenir des autorisations d'absence pour l'Aïd, par exemple? Oui. Oui. Bien sûr. Alors tous les ans. Là, ce sont des autorisations valables en fait. Oui. Tous les ans, il y a une circulaire du ministère de l'État en général pour tous les fonctionnaires pour les écoles qui dit quelles sont les fêtes religieuses des différentes religions. Il y a toute une liste, hein, pas seulement musulmane, mais juive, bouddhique, catholique, tout, qui dit quelles sont les fêtes et pourquoi à ces dates on peut demander des autorisations d'absence qui sont légitimes. Toujours dans le respect des nécessités du service. D'accord. D'autres questions encore? Très bien. Alors, la laïcité est-elle mieux comprise en métropole ou en outre-mer? Mieux comprise en métropole qu'en outre-mer ou... Je te laisse répondre, David. Oui. Oui et non, quelque part. Puisqu'il y a une relative entente entre les cultes en Outre-mer, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Les cultes s'entendent de manière assez agréable, de manière générale. Après, ce qui manque aussi, c'est on n'a pas de remontée. Il y a une omerta. Il y a une omerta aux Outre-mer sur certaines choses, mais en tous les cas, les cultes ont une relative bonne entente. Hein. Il y a eu, il me semble, dans les années 2000, une grande rencontre avec les chefs religieux et avec l'État, tous ceux qui gèrent la laïcité, etc. Ça s'était très bien passé.
mais je pense qu'il y a des remontées, par exemple des remontées. J'ai fait des recherches moi sur des manquements à la laïcité en outre-mer. J'ai pas de chiffres, j'ai pas de données, voilà. Donc il y a quand même une omerta à certains niveaux, mais au niveau de l'ambiance interreligieux au outre-mer, ça fonctionne. Après, l'écueil qu'on pourrait y voir, mais comme aussi en France, mais c'est plus accru quand même dans les outre-mer, c'est si vous voulez, les effets que peuvent avoir notamment par rapport à la religion, la place de la femme et la place de la communauté LGBT. Alors là, c'est la catastrophe. Là, c'est la catastrophe. Hein. C'est la catastrophe. On y reviendra lorsqu'on en parlera avec des associations spécifiques. Est-ce que je peux également la place des homosexuels en outre-mer. Est-ce que je peux me permettre de faire une observation par rapport à ce que tu viens de dire? Bien sûr. Parce que ce que tu as dit, c'est comme si la laïcité, ça dépendait d'un accord entre les religions. La laïcité, c'est pas mon propos, hein. Non, c'est pas ton propos. Je sais. Non, mais on pourrait conclure que la laïcité, ce n'est pas l'interconvictionnalité d'un accord entre les religions. C'est la liberté absolue de conscience. C'est la liberté de conscience qui s'exprime par rapport aux religions comme par rapport à d'autres opinions philosophiques. Donc, et de ce point de vue, la loi de 1905 que tu as rappelée est très claire. L'article 1er dit « La République assure la liberté de conscience, point. Elle garantit le libre exercice des cultes. » C'est-à-dire, c'est vraiment deux registres différents. Hein, et elle ne subventionne, etc., aucun culte. Voilà. Donc, c'est vraiment le principe de base. La République assure la liberté de conscience. Voilà. C'est ça le principe. Hein. Et par rapport la liberté du culte, elle garantit que chacun puisse exercer son culte. Elle n'a rien, elle s'en occupe pas, la République. C'est pas son affaire. Donc c'est aussi une liberté pour les cultes. Là, en France, il n'y a pas de culte officiel. Chacun peut, on peut devenir pastafarien. Tu sais ce que c'est, les pastafariens? Oui. Et par rapport à ce que tu dis, Jean, je vais compléter quelque chose par rapport à moi, ce que j'ai dit par rapport au volet LGBT, puisque certaines personnes vont se demander LGBTQIA+ aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la laïcité, etc. Eh ben, on le redit à nos abonnés. La laïcité et la non-discrimination, ce sont deux principes jumeaux. Ils ont la même source constitutionnelle et ils poursuivent le même but. Leur source constitutionnelle, c'est l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction de race, d'origine ou de croyance. Et ils poursuivent le même but, le but de garantir la liberté et l'égalité, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté d'avoir une conviction ou de ne pas avoir de conviction, liberté de vivre surtout sans subir de discrimination. Et ça ne concerne pas uniquement les croyants, ça concerne aussi les non-croyants, ça concerne tout le monde. Et également je l'ai dit, l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit sa religion, sa race, son genre, son sexe, son orientation sexuelle. Tout. Donc la discrimination et la laïcité, ce sont deux principes jumeaux. Ça, il faut bien se Alors, je peux ajouter quelque chose. Tu as raison d'insister sur l'indivisibilité, parce qu'effectivement, l'indivisibilité, la laïcité est un corps l'indivisibilité, et l'indivisibilité. Allô, Jean? Ah, il a coupé son micro sans le faire exprès, je pense. Tu as coupé ton micro, Jean. Voilà. Ah, pardon. Oui. Où est-ce qu'il est, mon micro? Non, mais ça y est, on t'entend. Oui, parce que quelqu'un m'a téléphoné en même temps, alors. Ah, donc ça coupe automatiquement. On t'entend là. Je dis le principe d'indivisibilité de la République, c'est ce que j'appelle la non-discrimination républicaine. Voilà. C'est ça, l'indivisibilité. C'est-à-dire que la loi s'applique à tous, il n'y a pas de distinction. Donc, je pense que là, on a fait le tour et on voit que TikTok nous a laissé plus d'1 heure pour pouvoir parler. Donc, c'est génial. On n'a pas eu que 40 minutes. Top. Voilà. Donc, on a pu quand même rentrer dans l'essentiel. Encore une fois, le but, ce n'était pas rentrer dans tous les détails
de l'histoire, mais on en a fait pas mal. Hein. Voilà, on a fait pas mal. Mais on a quand même posé les grands fondamentaux de l'histoire de la laïcité. Et les prochains lives, là, on pourra faire des focus plus spécifiques, comme je l'ai dit, sur les femmes. On pourra même on invitera aussi des politiques, on invitera des responsables d'associations qui défendent le droit des femmes, qui défendent aussi les droits des LGBTQIA+, on pourra inviter aussi des représentants des cultes, des personnages de la vie civile, des écrivains, des personnalités. Bref, on va s'ouvrir. Mais on voulait commencer avec vous, chers abonnés, aussi nombreux que vous soyez pour cette première. On vous remercie pour ceux qui sont présents. Commencer par les fondamentaux de l'histoire. Une fois qu'on sait d'où on vient, on sait où on va et ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était nécessaire pour nous, Association L'Essentiel d'Outre-mer, OEMA, d'avoir cette piqûre de rappel historique aujourd'hui avant de décliner d'autres points de la laïcité, tout ce qui fait corps et tout ce qui nous permet de faire société. Liberté, égalité, non-discrimination, c'est notre créneau et c'est le créneau également de cette loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État qui concerne à la fois les croyants et les non-croyants. Vivons en paix, respectons-nous, respectons les choix de chacun, ne s'enfermons pas au-delà de nos convictions et pour pouvoir justifier le rejet de l'autre, parce que si on ne veut pas être, si on se plaint d'être rejeté, pourquoi on rejette aussi d'autres sur d'autres aspects? Donc il faut aussi que chacun se remette en question et se regarde dans un miroir et de savoir que si vous-même vous êtes discriminé, comment pouvez-vous discriminer l'autre aussi? Donc c'est une réflexion aussi à avoir et je pense que la laïcité est une loi qui permet justement cela, mais encore faut-il que chacun fasse cet effort et se remette en question quand il faut se remettre en question afin qu'on puisse vraiment faire société. Jean, pour conclure, puisque tu es notre invité, est-ce que tu peux nous redonner, s'il te plaît, les contacts de ton association afin que les abonnés puissent par la suite y aller, vous rencontrer, vous découvrir également? Eh ben voilà, c'est tout simple. On tape ad3l.fr sur son ordinateur. Oui, sur son téléphone et on a tout ça. Alors l'adaptation au téléphone n'est pas encore complètement aboutie, mais enfin sur un ordinateur, il n'y a aucun problème. Voilà, ad3l.fr. Voilà. J'espère que vous avez bien noté. En tout cas, je tiens à remercier les spectateurs qui étaient là avec leurs questions très pertinentes. Je pense à White Rose, donc Yasmine, précisément, Eddie et Josie, qui ont posé des questions extrêmement pertinentes. Et je vous félicite, Jean Javani ainsi que David Andrew, d'y avoir répondu avec autant de justesse. Merci de votre accueil et de votre écoute. Voilà, merci à toi, merci à tout le monde. Donc on vous donne rendez-vous sur nos réseaux prochainement. Restez connectés. Vous saurez quand est-ce que aura lieu le prochain live, qui sera l'invité et quel focus qu'on abordera par rapport à la laïcité. Merci encore, soyez nombreux et encore une fois, gardez ce triptyque en tête: liberté, égalité, non-discrimination. C'est ainsi qu'on fera société. Fraternité. Merci à tout le monde. À très bientôt, Jean. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à Mathilde. Au revoir les deux. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Au revoir.